alors, je pense qu'on a une occasion magnifique, et celle de revenir à GEM, de l'origine. À la GEM, qui est toujours très connue, n'importe avec qui je parle. C'est notre MT. C'est notre ADN, donc la technologie, même pas peur. Au contraire, la technologie, dans le sens plus grand, devient un élément de valeur, devient l'élément sur lequel on bâtit nos succès, nos professions, nos carrières, nos entreprises. Et à GEM, le pourcentage de T, de MT, est très élevé par niveau. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, en tant que doyen du corps professionnel, c'est-à-dire moi, je m'occupe de tous les profs, je suis responsable à la fin de leur carrière, de leur recrutement, comment ils se comportent en classe. J'y arrive, à leur demander c'est quoi. Je coordonne aussi la recherche. À la fin, je suis le responsable défini aussi de l'activité des chaires. Donc, tout ce que c'est un peu l'académique, aujourd'hui, c'est ma responsabilité. Suite aussi au changement qu'on a eu organisationnel à GEM, parce que vous savez, on a changé. Cela dit, je suis ravi d'avoir deux grands exemples comme ça, d'alumni de GEM. Hein, et pourquoi ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que c'est des témoignages dans le data. Je suis prof de système d'info, quand vous connaissez, un témoignage dans le data, pour moi c'est fondamental. Sachez que j'irai chercher dans vos titres data et systématiquement, je vous contacterai ainsi pour vous faire intervenir dans les cours avec un témoignage. Parce que quand je vous le disais au début, si c'est l'ADN de GEM, il faut que nos élèves aujourd'hui sachent qu'est-ce que ça veut dire après. Et sachent qu'ils peuvent effectivement s'appuyer sur un historique d'alumni qui souvent se sont jetés dans cette MTI et qui ont eu de succès. Donc aujourd'hui, j'aimerais effectivement vous présenter ces deux grands exemples d'alumni de GEM que je laisse présenter à Adrienne et Valérie. Adrienne. Bonsoir tout le monde, moi je suis Adrienne Rostin. Vous me connaissiez à l'époque peut-être sous le nom de Bon Fils, puisque je me suis mariée depuis. Mariée à Antoine Rostin de GEM, promo 2003. Voilà, promo 2003. Pardon? Combien d'enfants? 3 garçons. À GEM, c'est ce qu'on va expliquer qu'il y a un record qui tient depuis la 87 ans. 6 enfants. Voilà, donc moi je suis directrice data. Ils vont être ici. Je ne les connais pas tous. Donc je suis directrice data pour la maison Garlin. La maison Garlin qui a été créée en 1828, qui appartient désormais au groupe LVMH. Mon parcours depuis GEM, j'ai fait surtout des grosses entreprises. J'ai commencé dans les études, c'est ce qu'on se disait, picousé par l'Agile. Donc mes premières expériences, c'était l'Agile, et donc j'ai basculé ensuite chez Ipsos, puis Coca-Cola, L'Oréal une petite dizaine d'années, et là, depuis 4 ans, Garlin. La verticale de ce parcours, c'est l'appétence des chiffres, l'analytics, et du coup maintenant on appelle ça data. Mais au début ça ne s'appelait pas trop data, mais c'était déjà quand même pas mal ça. Et le client. Et donc ensuite on racontera ce que je fais aujourd'hui plus en détail, et puis nos enjeux surtout, le directeur data. Je passe la parole à Valérie. Valérie Satre. Alors moi je m'appelle déjà Valérie Satre. Parce que moi je n'ai pas trouvé de mari. Peut-être une deuxième chance ce soir. J'ai été diplômée il y a 25 ans quand même. Ah oui, c'est quand on ne peut pas faire semblant. À une époque où on parlait plus de ski que à l'école. Je vois que les choses ont pas mal changé. Effectivement, moi j'ai un parcours depuis 25 ans, la data, mais qui s'appelait plutôt la donnée à ce moment-là, et au cœur de mon parcours. D'abord dans le conseil en marketing et en innovation, donc en France et à l'international, puis dans le groupe L'Oréal. J'ai travaillé donc sur les innovations de rupture et l'observation d'une routine de beauté à travers le monde, donc
pendant quelques années. On ne s'est pas croisés, mais voilà, c'était une très belle expérience. Et puis depuis 14 ans, je dirige le département, donc c'est un nom à rallonge, Consumer Insight, Market Intelligence, Social Listening du groupe SEB à Lyon, ce qui veut dire d'accélérer la consumer centricity du groupe et de faire en sorte d'apporter les outils, les compétences pour venir renforcer cette connaissance des consommateurs et faire en sorte que l'innovation soit toujours au plus près des besoins de... Bon, Jérôme Valérie, oui, ok, allez, tout à fait, j'ai une première question pour Valérie, parce que bon, je pense que c'est toujours sympa, en termes de limites, de se projeter un peu dans le passé. Qu'est-ce qui a changé de nos métiers? Déjà, nous, on avait la donnée, et aujourd'hui, on a des trucs sympas, des analyses. Mais qu'est-ce que ça a changé? Et on peut, sous cette expérience, qu'est-ce qui a changé, par exemple, de ces usages pour gérer la relation client un peu plus liée à ce que tu fais aujourd'hui? Ça a changé, mais ça n'a pas complètement changé non plus, parce qu'on a toujours travaillé avec de la data. C'est-à-dire que il y a 25 ans, c'était très différent, mais on était déjà en train d'interroger les consommateurs et en train d'essayer de savoir quels étaient leurs besoins. Lorsqu'un boulanger, le lundi matin, demande à son client comment était la tarte de la veille, il fait l'insight consommateur, il écoute la voix du client. Tout ça, ça a toujours existé, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on continue à faire. On le fait par contre de façon très différente. Aujourd'hui, on est assailli, enseveli par des données qui proviennent de tous les endroits de l'organisation. On est aujourd'hui pas toujours compétent pour la traiter. On met en place des outils, on cherche des nouvelles compétences, mais clairement, on est face à des défis qui sont très importants, très différents de ceux qu'on avait il y a quelques années. J'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Les compétences en termes de perspective. Comment tu vois cette évolution et comment exactement tu les as acquis, ces nouvelles compétences? Parce que justement, à la base du métier, là, mais de nouvelles choses sont intervenues. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Je ne sais pas si je les ai vraiment acquises. On dira de les simplifier, hein, BA ou business. En fait, on a. Ouais, c'est ça. En fait, on a développé des compétences aujourd'hui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je traite de la donnée qui est de la donnée marketing, de la donnée consommateur, et on a appris surtout à exploiter cette donnée, à la rendre intelligente, intelligible, et à faire en sorte qu'elle puisse impacter et proposer des recommandations. On n'est pas des techniciens de la data. Moi, je ne suis pas une technicienne de la data. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle avec effectivement des experts de cette donnée, des gens pour qui c'est le cœur de métier, alors que nous, notre cœur de métier, c'est de faire de la stratégie marketing, de la prospective, de la réflexion autour de l'exploitation de cette donnée. Pas de savoir comment on la manipule et comment on arrive à la capturer le plus efficacement possible. C'est très différent, ça nécessite des profils qui sont plus les mêmes, et aujourd'hui, c'est une complexité qui est croissante. On s'appuie sur d'autres départements, sur d'autres personnes au sein de l'organisation pour venir arriver à travailler avec cette nouvelle matière. Non, mais je peux. Non, Adrien. Je complète. Vas-y. Parce que on faisait le même métier jusqu'à très peu très peu de temps. Et il y a quand même quelque chose qui a drastiquement changé, c'est l'ère du big data. Et en fait, l'accélération du timing de l'entreprise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant, quand on faisait connaissance. Avant, on pouvait accompagner les équipes marketing sur le cycle de développement produit, lancer un produit, c'était 1 an et demi, on avait le temps de faire un test, post-testing. Aujourd'hui, la prise de décision est beaucoup plus rapide, les ruptures et les changements à tous les niveaux, la privacy, etc., ça change toutes les 5 minutes. Et sur les compétences de données, et ce qu'on se disait, le cœur des compétences, c'est les mêmes, l'intelligence de faire parler le chiffre, de chercher, ça c'est son métier CMI
vraiment une verticale très importante. Par contre, c'est vrai que les outils qu'on a à disposition nous ont amené à développer des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, c'est un message plutôt pour les plus jeunes que nous. Mais, quelqu'un qui code PSQL, qui veut travailler dans nos métiers, même nos métiers au sens large, l'intelligence en entreprise, ça devient fondamental. Comprendre l'écosystème digital, ça devient hyper important. Donc ces compétences, elles s'acquièrent. Tu vois, social listening, t'en faisais pas il y a 20 ans. Comprendre tous ces trucs-là, on s'est auto-formé, quoi. On s'est développé d'ailleurs avec les technologies. Mais c'est des briques d'expertise qu'on arrive à acquérir avec le temps, mais il y a tellement une accélération des propositions, de nouveaux outils, de nouvelles compétences, qu'en fait c'est compliqué en interne d'aller aussi vite que l'accélération de la data et des solutions qui sont proposées par les différents providers de données. Donc il y a un vrai sujet, nous, à aller aussi vite et à être capable d'aller à la vitesse de la data. Et c'est aujourd'hui un vrai sujet de compétences métiers. C'est intéressant parce que... Mais sans renier les fondations, parce que les fondations, ça reste les mêmes. Mais ça rejoint les données, parce que nous, on a fait une analyse assez sur plusieurs idées d'entreprise. Voir un peu comment ça passait avec la valorisation de données. Ce qu'on avait vu, c'était qu'en termes de skill set, l'ensemble des compétences, ils disaient oui, ok, ça manque, mais on peut les récupérer. Aussi, si le marché est toujours un peu en manque, c'est pas évident de trouver le bon talent, mais ils n'étaient pas trop préoccupés du skill set. Le toolset, la technologie, c'est jamais un problème. Non, le toolset, là-bas, c'est pas. Mais quand même, souvent, n'était pas vu comme un problème. Après, ce que c'était que la dimension de gestion de projet compris, même pas comme problème. Et c'était la culture d'entreprise. Ça veut dire, moi, j'ai trouvé beaucoup d'entreprises qui disaient quand des éléments qui les freinaient un peu dans la valorisation de la création de valeur de données, c'était en vérité la culture. L'orientation qu'ils avaient, effectivement, était à mettre du sens dans toute cette quantité de données qu'on avait à disposition. Et c'était culturel, parce qu'après, ça va dans le discours de dire qui valorise, positionner dans l'organigramme, comment j'interagis avec le métier, qui sont tous des défis majeurs. Vous avez ressenti ça? Vous pensez que la culture est importante dans vos entreprises comme orientation à la donnée, ou c'est l'orientation au client caché sous la donnée, ou comment vous la voyez? C'est freestyle. Le mindset, c'est essentiel. Donc ça, c'est sûr, c'est impulsé par la direction, cette idée que la data en tant que telle, ça ne sert à rien et qu'il faut en créer de la valeur, et pour en créer de la valeur, on parlera de comment on fait, mais là où je rejoins ce que tu dis, c'est que les toolsets ne sont pas un problème, la techno, c'est pas un problème, enfin passer d'un legacy system à un système cloud, ça peut quand même devenir un petit problème, quand même. Surtout, n'exporte pas, parce que après, tu vas porter après. Voilà, donc il y a quand même la techno qui est censée pas être un problème, le devient quand même. Les skills, trouver des data engineers, des data scientists, ça se fait, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qui va être très compliqué, c'est trouver des profils hybrides qui sont capables aujourd'hui de comprendre le marketing, la finance, le supply, d'un point de vue métier, et de transposer tout ça en problématiques data. En tout cas, moi, là où j'ai le plus de mal à trouver des profils, c'est sur des profils qu'on dit de PO data, qui ont cette double casquette, comprendre la technique, être capable de faire travailler une squad data, et quand même comprendre un marketeur qui, lui, peut être un peu aérien dans ses concepts. Donc, et ça, on trouve assez peu aujourd'hui dans les écoles. Non, mais les filières sont quand même soit en tech, soit en métiers. Et ces hybridations, finalement, on les trouve beaucoup dans des profils de reconversion. Des gens qui ont commencé un parcours, je sais pas, retail, commercial, avec une forte apaisance data, qui du coup ensuite se sont auto-formés dans des skills data engineer, etc. Et c'est ces profils-là, enfin, en tout cas pour moi, les plus rares, et c'est eux qui sont vecteurs de transformation d'entreprise. Et c'est là où ça rejoint un peu la culture. D'essayer
de favoriser ces ponts entre métiers et data et casser un peu le silo, le silo technico-fonctionnel. Non, mais Adrienne, elle a un scope qui est beaucoup plus global sur la data, puisqu'elle travaille sur l'ensemble de la data et sur toutes les dimensions d'activation au sein de la maison Guerlain, ce qui est assez différent de moi, qui suis vraiment centrée sur les sujets marketing et consumer insight, où évidemment, je n'ai pas les mêmes problématiques et la même envergure de compréhension du sujet que Adrienne. Malgré tout, nous, on a un enjeu qui est celui d'arriver à faire converger l'ensemble des données vers quelque chose qui soit intelligible. On a encore aujourd'hui beaucoup de données qui sont disparates, qui sont de sources hétérogènes et qui font qu'on n'arrive pas aujourd'hui à leur donner une vraie cohérence et arriver à avoir un vrai plan d'action qui en découle. Il y a un fantasme autour de quelque chose qui fonctionnerait tout seul, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez vos données d'image de marque, vos données de segmentation conso, vos données d'e-commerce, et d'arriver à en faire un tout qui vous permette de faire du marketing prédictif. Ça, moi, je ne l'ai jamais vu personnellement. Non, mais... avec plaisir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... En plus, il y a quand même un fantasme. Mais parce que on est présent donc on a 30 marques, on a 50 pays, on a 40 catégories de produits. À un moment donné, arriver à avoir de la visibilité sur ce sujet-là, c'est un challenge aujourd'hui technique avant tout. Et donc, on voit très bien ce vers quoi on veut aller, mais aujourd'hui, c'est encore un fonctionnement de données qui reste en silo et qui, à de rares exceptions, ne se parlent pas vraiment entre elles. Donc, on a les éléments, on a notre segmentation consommateur de ceux qui aiment telle marque, qui aiment telle catégorie de produits et qui réagissent comme ça à nos communications, mais on n'arrive pas à vraiment le rendre décisionnel dans le processus marketing. Alors, on sait qu'on y va, mais en attendant, c'est vrai que ça laisse encore la place à l'intelligence humaine, à l'analyse, au marketing, à l'intuition, parce qu'on est encore sur quelque chose qui est en ordre de marche, mais qui n'est pas du tout... Oui, ça c'est un constat très intéressant, parce qu'effectivement, aussi dans nos recherches, ce qu'on a réussi à voir, c'était que souvent, l'entreprise manquait d'imagination. Dans le sens que si les personnes avaient un peu l'habitude de travailler de leur façon et n'arrivaient pas à se projeter dans les nouvelles opportunités qu'étaient mises à disposition de l'entreprise. Donc, on avait besoin de créer des teams de travail un peu plus vastes, un peu plus grands. Les faire jouer aussi pour explorer éventuellement des espaces un peu absurdes, parce qu'il n'y avait pas vraiment l'idée d'utiliser la donnée dans tous les contextes pour créer de la valeur. Au-delà du marketing, parce que carrément le marketing, c'est un peu le nirvana du big data, mais dans toutes les autres fonctions aussi. Et de comment réfléchir à comment toutes ces données qui sont générées, créées, disponibles dans l'entreprise pouvaient être mises effectivement en valeur. Et là, je pense que c'est vraiment un des éléments cruciaux pour le succès aussi des initiatives qui sont à la base de données. Là où je suis, c'est pas un problème d'imagination des entreprises. Parce que quand on a une entreprise, on a tout le monde qui a des catalogues de use case, data, plein d'exemples, etc. Mais le point aujourd'hui, et les équipes data, quelles que soient les structures, elles ont un rôle, c'est ce qu'on appelle la data acculturation, l'évangélisation. Elles ont un rôle d'aller expliquer que justement la data, elle va résoudre des pain points qu'on a. Donc la question que moi je pose à chaque fois avec le métier, c'est quoi ton problème en tant que supply, c'est quoi ton problème et nous, on va essayer de trouver des solutions data pour résoudre ton problème. Mais en fait, moi ce que je perçois, c'est que les métiers se posent peu la question de c'est quoi mon problème en fait. Les gens se posent peu la question de je cherche à résoudre quoi et c'est quoi vraiment mon caillou dans ma chaussure. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a peu de produits data, pas forcément par la data, mais c'est pas une question d'imagination. La data, elle est très pragmatique. On va résoudre des problèmes de l'entreprise pour créer des valeurs. Donc ça sert à rien. Au contraire, souvent ils ont trop d'imagination. Ils vont vouloir créer des trucs AI. On a
a des demandes comme ça, on devrait faire un truc, ok. Allez, un exemple. Quelle valeur Fais-nous un exemple de la dernière fantasme magnifique que ce temps ça. Faire, là par exemple, donc, moi je reviens des US, on était sur la NRF, je ne sais pas si vous connaissez Vivatech, bon, l'équivalent aux US c'est la NRF Big Retail Show. On était donc avec une délégation LVMH. Il y a des hologrammes. Je ne sais pas si vous avez vu la taille d'une cabine téléphonique. C'est vrai que quand on le voit, c'est incroyable hein, le truc. Ah ouais, bah alors du coup, ça, on pourrait le faire pour en boutique accueillir les clients. Ok, ça répond à quel besoin? En fait, il y a ce cas d'usage. Il aurait un cas d'usage utile en entreprise. Par exemple, aujourd'hui, on forme dans tous nos centres logistiques à faire un wrapping luxe, donc ce qu'on appelle un wrapping une boîte, avec donc voilà, il faut que le kilo soit d'une certaine manière, avec l'abeille d'une certaine manière, etc. Là, ça ferait sens en fait de déployer l'hologramme pour aller former tout le monde avec la vue. Et là, je réponds du coup à une problématique métier qui est comment je fais pour que mon exécution opérationnelle en Chine, etc., soit la même partout dans le monde. Et donc là, j'arrive avec une solution. Et si on met le truc dans l'autre sens c'est l'imagination qui va me donner le cas d'usage. Donc, pardon, je ne voulais pas contredire ce que tu dis. Non, mais moi, je suis un petit peu... Ça, là, pour être très pragmatique, hein, on n'est pas là pour... on est là pour faire du business. Hein. Et c'est vrai que et aider le business à se développer. C'est un peu l'ère du Graal de la data, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va tout résoudre, que ça va être magique, ça va résoudre tous les problèmes, et souvent on pousse des solutions parce que machin connaît bidule qui veut absolument qu'on essaye son outil, et il y a effectivement une prolifération de solutions qui sont proposées, de mise en place, de POC, qui sont dans l'organisation, sans effectivement qu'on se dise à la base, et finalement, à quoi ça va vraiment nous servir, quel va être le bénéfice par rapport à la solution qu'on a aujourd'hui, et comment on fait en sorte d'optimiser l'efficacité. On met en place, on regarde, on y passe du temps, mais en fait, il y a un peu un manque de vision et de vraie stratégie data qui nous permet de savoir vraiment comment elle va venir remplacer ou optimiser une solution existante. Donc il y a ce côté un peu prolifique qui va s'organiser, qui va évidemment se discipliner, mais qui pour l'instant peut être pas toujours d'une efficacité. Et vous avez déjà des indications de comment régler ce Far West? C'est la méthode. La méthode de framing d'un use case, on part pas sans objectif, sans ROI, c'est assez basique, hein, c'est de la méthode. Mais chez nous, en tout cas. ROI et use case, ça ne limite pas l'imagination? Ça veut dire, est-ce que avec ton use case, tout est carré, tout est ciblé, ton ROI, tu sais déjà où tu vas tomber, demain matin, tu te réveilles. Oui, tu te réveilles demain matin avec la startup qui est arrivée et t'a pris tout à fait de l'autre côté. Toi, tu es là, oh là là. Je fais l'exemple. Vas-y. Oui, alors je fais l'exemple le contexte. Tu pars sans objectif. Sans ROI, sans objectif. tu crames, tu peux cramer vite, hein, en data, tu peux cramer très vite beaucoup d'argent. Ton projet, il aboutit nulle part. Donc en fait, tu es obligé d'avoir une méthode, un cap, etc. La start-up, le cœur, en tout cas, je vais parler pour la maison Garnin, nous, notre cœur et notre savoir-faire, c'est faire des parfums. Donc n'importe quelle start-up ne pourra pas mettre à plat 200 ans d'histoire, un savoir-faire, les marques comme la maison Garnin. Donc du coup, tu peux avoir des startups qui disruptent, mais le pouvoir de ta marque, pour nous, on n'a pas de souci de solution. On n'a pas peur d'être disrupté par des sujets data et que ça justifie
La marque. Des parfums, enfin, tu as d'autres choses qui viennent nous discuter. Hein. L'érosion de la marque est possible, attention. Hein, l'érosion de la marque est l'érosion de la marque peut devenir possiblement parce qu'on segmente, elle n'est pas vue. Parce qu'on segmente, les gens n'est pas perçu. Donc là, effectivement, c'est vraiment la raison. Oui, que le nouveau segment peut émerger, parce qu'une nouvelle technologie est là, tu n'as pas vu venir. Une nouvelle façon de mettre en relation. C'est maintenant, je comprends et je partage, mais en même temps, c'est toujours un peu cette dimension qui peut rester à côté des data qui est utilisée pour créer des nouveaux business qui sont différents, qui se posent sur de nouvelles plateformes, qui se posent sur de nouveaux paradigmes. Encore une fois, hein, moi je trouve très intéressant parce que l'idée d'avoir forte la marque, forte, c'est très intéressant, c'est magnifique. Hein. C'est pas des constats que j'ai vus dans beaucoup d'entreprises. Ah oui. Surtout où tu peux jouer la marque. Mais absolument, c'est absolument quelque chose qui fait réfléchir. Et l'innovation est quand même dans justement la manière dont on va répondre aux pain points et aux besoins du métier pour justement créer un produit data qui n'existe pas. Bref, vas-y, je continue. Non, au contraire, c'est le produit data. Et là, je suis intéressé. C'est quoi le produit data? Et qu'est-ce que, si vous avez l'exemple, de vos produits data? Tu vois? Parce que, encore une fois, on parlait du marketing et compagnie, mais est-ce qu'on a un produit data qui vit sa vie, qui a son héroïne? C'est totalement produit data, c'est totalement digital, numérique, en interaction d'infos complexes, commence à émerger, comment elle est venue? Alors, je réponds au côté Guerlain. Je t'en prie. Côté Guerlain, les data concernent tous les métiers. Ouais. Donc nous, il y a la data avec des data domaine owner à la supply, à la finance, au commerce, au marketing. Moi, aujourd'hui, je suis marketing avec une gouvernance transverse des collègues des autres métiers. Ce qu'on appelle un produit data, ou un use case, je te donne un exemple, à la supply par exemple, et qui est un produit data qui n'est pas développé par mon équipe, ça va être un applicatif pour aider au forecast par exemple, en forecast prédictif. Pourquoi on appelle ça un produit data? Parce que, donc on est au niveau international, hein, donc on aide à travers ce produit data qui a une interface utilisateur, hein, à forecaster toute la fin de catalogue. On a plus de 2000 refs. Donc, comme ça, nos contrôleurs de gestion au pays, ils s'occupent des key SKU prioritaires du moment. Et c'est le reste de l'algorithme prédictif qui fait le forecast de toute la long tail. Bon, ben ça, par exemple, c'est un produit data. Pourquoi on appelle un produit data? Parce que c'est comme un développement d'un produit marketing classique. Il y a une phase de framing, de conception, de produit fini, une maintenance, une évolution, etc. Ça, c'est un produit data. En marketing, moi, ce que je vais avoir comme produit data, ça va être par exemple d'onboarder toute ma first party data client, ça rejoindra ce que tu disais tout à l'heure, sur mes plateformes médias. Et donc là, mon produit data, c'est le connecteur, l'interface pour créer mes audiences et les partager vers un Meta, Google, etc. Et ça, pareil, c'est un produit data parce que j'ai une interface utilisateur qui conçoit les audiences, qui les partage à scale dans le monde entier, dans toutes nos agences. Nous, un produit data, c'est ça ce qu'on appelle, en tout cas chez nous, mais quand même sur le marché, c'est souvent la même chose. C'est ça qu'on appelle un produit data. Et du coup, il y a un product owner, quelqu'un qui est en charge de cet applicatif, de le designer, de le mettre en place, de le relouter, de le communiquer, de faire le retour d'expérience, etc. Et ce product owner, pour développer ce produit, il travaille avec une squad data. Et une squad data, c'est parce que c'est ça aussi qui a beaucoup changé par rapport à notre époque quand on commence à travailler, c'est que sur la data, on ne peut rien faire tout seul. C'est une combinaison d'expertise data, comme ça devient très très pointu, et donc on est obligé de travailler avec un data engineer, un data analyst, un BI engineer, parce que la plupart du temps, il y a une interface visuelle qui fait appel à de la data vise. Souvent un data scientist, parce que souvent il y a un algo dans la solution. Et voilà. Donc du coup, en tout cas, on essaye de travailler comme ça. Mais donc, la chose, ça c'est effectivement, Valérie, il me semble que de plus en plus, on a la possibilité de gérer, d'avoir une relation avec un client de plus en plus différente, presque de connaître. Parce que d'un côté, on connaît mieux notre entreprise, on arrive
à savoir de la production farm forecast, faire même des algorithmes. On va rappeler l'exemple de Minute Maid. Ils ont l'algorithme qui les aide à prévisionner les oranges basé sur les changements par exemple, il y a un petit ouragan et automatiquement le système passe des nouveaux ordres pour les oranges. Au-delà de la recette qu'ils vont standardiser à la fin de la saveur en utilisant plusieurs milliers de variables ainsi que tout le monde le même. Là, c'est effectivement sur le produit. Mais sur la relation client, tout cette dimension de capacité de le connaître mieux, apparemment, presque ultimement. Et moi, je vous rappelle, par exemple, dans le contexte des hôtels, on disait, on place aussi des micros, ben, si on attend les clients, quand il y a le mot-clé, alors là, on déclenche, on n'a plus besoin de faire jamais plus un questionnaire, on n'a plus besoin de demander rien, ils arrivent et voilà, ils sont servis. Quand je faisais le consultant pour les banques, je rappelle que la chose, c'était de faire l'identification du profil, personnaliser la com, un filiale, il arrivait devant, il fallait déjà montrer le dashboard avec tous les calendriers pour proposer le nouveau produit au client. Mais tout ça, en vérité, ne va pas éloigner le client. Alors, avant de te répondre, parce que je ne parle pas, j'ai l'impression que je trouve que la data ne sert à rien. Bon, ok. L'exploiter les clients. Non, il y a quand même un usage qu'on a intégré dans notre palette d'outils méthodologiques et qui fonctionne très bien en hybridation avec les méthodes plus classiques de connaissance consommateur, c'est le social listening. Parce que ça, c'est un sujet qui connaît l'écoute des réseaux sociaux. Donc, le social listening, c'est l'écoute et l'analyse des conversations sur l'écosystème digital. Prenez note. Et ça, dans le métier de la connaissance conso et de l'insight, c'est devenu vraiment un outil à part entière qui est maîtrisé, dont la maîtrise est aussi des acteurs de l'insight. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop tributaire d'autres types de compétences et d'autres types de profils qui seraient avec qui, voilà, forcément, ça complexifie l'ownership de la donnée. Donc, le social listening, ça nous permet aujourd'hui de suivre ce qui se dit sur notre marque de façon spontanée, puisqu'on n'a absolument aucune maîtrise de ce que l'on raconte sur nous. Donc, des fois, c'est bien, parce qu'on parle de nous en bien, des fois, c'est beaucoup moins bien, mais en tout cas, c'est un énorme vivier de nous, aujourd'hui, donc, dans le électroménager, il y a ces sujets qui sont extrêmement discutés sur les réseaux sociaux et sur lesquels on trouve maintenant une grande partie de nos insights à travers le monde. Et donc, on a gagné énormément en efficacité, on a gagné en pertinence, on a gagné en volume aussi de données. Et là, on a des applications vraiment concrètes. On suit notamment, évidemment, les notes sur Amazon, par exemple. Tout bêtement, on a le scoring de nos notes sur Amazon, que l'on a corrélé avec tous les tests conso qu'on a pu faire en amont pour valider donc, la pertinence et la performance des tests qu'on peut faire sur nos concepts, sur nos produits avant le lancement. Et on arrive à prédire les notes que l'on va avoir sur Amazon. Donc, c'est un formidable outil quand vous avez besoin il y a un exemple que j'aime bien, mais quand vous avez besoin de faire une étude exploratoire pour comprendre quelles sont les attentes des femmes sur l'épilation en Arabie Saoudite. Ça paraît un peu caricatural, mais c'est le marché qui monte dans l'autre direction. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est ce qu'on fait, et que vous avez besoin d'aller à la rencontre des femmes en Arabie Saoudite pour quelles sont vraiment leurs routines, leurs besoins, leurs attentes. C'est impossible aujourd'hui de faire une étude et aller dans de bonnes conditions. Et même de les interviewer sur ces sujets, évidemment. L'avantage du listening. Et là, le listening, vous avez, vous rentrez dans l'intimité avec, il y a des photos, vous pouvez avoir vraiment des éléments assez poussés de compréhension des besoins et des attentes que vous ne pouvez pas obtenir aujourd'hui avec des méthodes plus classiques. Donc ça, c'est une application concrète dans le domaine de l'insight, de la data et des gros volumes de data qui aujourd'hui, pour lesquels on ne fera plus machine arrière, qui a vraiment créé un avant et après dans le métier. Si vous me permettez, c'est un freestyle, hein, je vous
le dis d'avance. Ah oui, on a dit qu'on sait où on va descendre, mais je vous lance le freestyle. Parce que vous avez... Il te reste 10 minutes. Ça va très bien. T'as peur? Même pas peur. 10 minutes. Je suis italien, je suis à la table avec ça. Finalement, on s'amuse, on parle de données. Non? Parce que vous avez parlé de variété, vous avez parlé de volume. C'est presque la définition de big data. Quid du temps? Désolé, je suis maniaque. En intro. Oui, et qu'est-ce qu'il a changé là, le temps? Qu'est-ce que vous permet de faire plus aux deux différents? Cette visibilité que vous avez sur le temps. Désolé, c'est ma art de recherche, donc là, je ne dévoile pas. Alors, tu as deux choses. Tu as l'accélération des prises de décision d'entreprise. Oui. Et même du changement, enfin voilà, je sais pas. La décision, c'est il y a en Ukraine, baf, faut tout revoir. Donc ça, c'est l'accélération du temps d'entreprise qui se raccourcit. Après, par contre, sur la data, qui aide à faire plein de choses, tout ce qui est marketing, il y a des millions de trucs beaucoup plus rapidement. On parlait tout à l'heure de l'exemple des forecasts. Tu fallait une armée de contrôleurs de gestion en pays pour te forecaster la fin de ton catalogue. Sur le marketing, c'est exactement pareil. Avant, on envoyait un email le même à tout le monde. Là, grâce à la data, tu peux personnaliser. Grâce à la data et tout un... Le machin. On pourra détailler. Tu peux personnaliser, gagner du temps, te dire que cette personne-là, tu vas lui envoyer un email, alors que l'autre personne, tu vas lui pousser un appel en pleine télé, etc. Et ça rejoint la petite question que tu avais avant sur... Data stratégiste. Non, sur est-ce que la data dépersonnalise pas la relation entre l'entreprise et le client? Nous, c'est presque l'inverse en fait. On a pu partager beaucoup plus, en tout cas, avec nos... On appelle ça des beauty consultants, des PCs sur le terrain, la donnée et l'information qu'on avait pour qu'eux personnalisent beaucoup plus les relations avec leurs clients. Juste, qu'on te reconnaisse quand tu viens en boutique, je ne te repose pas 10 000 questions parce que je sais que tu as acheté le mois dernier à Dubaï, etc., etc. Donc moi je trouve qu'au contraire, ça peut empowerer, entre guillemets, différentes fonctions et remettre de l'humain, justement, enfin, que les humains passent du temps sur l'humain et pas sur d'autres tâches. Je pense que ça dépend des cas d'usage, parce que dans certains cas, il y a une sursegmentation, un scoring à outrance des populations et l'ultra-segmentation des ciblages qui finalement nous éloignent un peu de la réalité de l'humain qu'il y a derrière, qui est en général beaucoup plus complexe, plus polymorphe que son scoring de profil média, que sa segmentation. Donc, dans certains cas, oui, mais après, je suis d'accord avec Adrienne, il y a aussi certains cas où ça nous a permis de créer des connexions. On est quand même dans une relation proche aussi. On a mis en place des communautés de consommateurs avec lesquels on interagit sur des sujets d'innovation, sur des sujets autour de la marque, et où finalement, on a des ambassadeurs de marque avec lesquels on travaille sur, non pas sur des sujets d'influence, mais vraiment sur des sujets de compréhension, d'écoute. Donc, on a créé, alors évidemment, il faut passer avec tout le monde, mais en tout cas, on a créé des liens. Le digital nous a permis de créer des liens avec les consommateurs qui permettent de renforcer la relation de marque et qui nous permettent effectivement d'être sur ces sujets-là plus proches. Donc, on a un peu les deux. On a d'un côté les consommateurs qui sont un peu désincarnés et finalement, ils ne sont plus qu'une ligne de code avec des chiffres qui correspondent à leur profil. Et puis de l'autre, on a quand même créé des ponts, créé des liens, créé une vraie affinité avec les consommateurs. C'était comme les problématiques de bots à l'époque. Est-ce que faut parler à quelqu'un ou est-ce qu'il faut taper 1, taper 2 Et ça, c'est quand même justement l'écoute du consommateur et ce que tu représentes à chaque fois dans toutes les initiatives, se dire c'est quoi le bénéfice pour le consommateur et est-ce qu'il a vraiment envie de ça. Je sais pas, mais par exemple les bots, c'est non. En tout cas dans certains trucs, parce qu'on sait que nos clients ils veulent parler à des vrais gens. Et ça dépend aussi l'accent. Voilà. L'élément qui est... Après, tu vois, il y a plein de trucs data. Avant, j'étais en charge du service client. C'est pour toi. Ah pardon, c'est bon, je m'arrête là. Non, mais au service client, tu es content quand on te reconnaît. On reconnaît ton numéro de téléphone et du coup, tu n'as pas à raconter la 50e fois la même histoire. Ouais. Bon, ça, c'est quand même grâce à des systèmes derrière, des systèmes d'info
qui fonctionnent, qui sont interconnectés et qui permettent. Voilà. Donc tu vois, il y a des avantages. Moi, je suis pro. Hein, mais effectivement, la logique, c'est aussi. C'est la manière dont tu l'utilises. Ouais. C'est sûr que si tu veux faire. Et c'est vraiment le dernier échange de 2 minutes, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est pas paradoxal qu'on est toujours en train de créer le web alors en créant des applications à base technologique, à base de traitement de données, et de plus en plus, ces systèmes sont aussi énergivores. J'aime société à mission, environnement, responsabilité. Non, parce qu'en plus, je suis challengé dans la salle de classe hein, par mes étudiants. C'est cool, là, toutes ces choses fantastiques, digital, numérique, et l'environnement. Et là, parce que tu dois faire du clean IT à des élèves qui ne comprennent rien. C'est pas évident, la majorité d'entre eux. Donc, et en plus, c'est un peu barbant pour eux. Donc, je dois trouver et maquiller un peu la réponse. Mais aujourd'hui, j'ai une occasion magnifique parce que j'ai quelqu'un qui pourrait éventuellement m'aider. Donc, comment vous répondrez à un étudiant qui dit bah, vous avez dit des trucs magnifiques, c'est génial, mais comme ça, on se bouffe la planète en énergie. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous considérez ça dans vos démarches? Ça va être 5 minutes, ça va être. Moi, je veux faire rapide. C'est comme sur tous les autres sujets, l'usage que tu en fais. Donc aujourd'hui, Garlin est aussi société à mission, très engagée, protection des abeilles, etc. Si on fait une initiative NFT, suivi l'actualité, on a fait des opérations NFT avec des ventes aux enchères de crypto-billes. Pour aller repolliniser une zone réelle. Si tu veux, c'est un truc qui n'est pas green du tout. À la base, les NFT, certaines blockchains ne sont pas super green. Bon, la manière dont tu le fais, tu vas prendre la blockchain la plus green, tu vas lui donner un compteur part vraiment ancré dans la réalité. Là, data, on dit aussi plein de serveurs, etc. L'idée, c'est de se dire, bah ouais, mais si j'envoie peut-être moins d'emails, parce qu'ils sont mieux ciblés, peut-être que je fais aussi des économies. Et ensuite, par contre, c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de suivre notre consommation, serveur, etc. Mais quand tu passes dans le cloud, par exemple, versus serveur base, tu lances tes machines quand on a besoin, tu les arrêtes quand on n'a pas besoin. Et donc, malgré tout, je ne suis pas sûre que cette accélération data soit pas au dépend de ce qu'on a fait par ailleurs. C'est pas de legacy, on est d'accord. Voilà, donc, ouais, petite réponse rapide. Ouais, juste pour compléter sur le sujet des études et de la connaissance, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a jamais abordé, c'est-à-dire qu'on se disait toujours, bah voilà, on va aller chercher de la connaissance, de la donnée, de l'explicatif, en se disant, bah voilà, il faut que ce soit efficace, ça nous permet de prendre. On ne s'est jamais dit, mais tiens, il y a un enjeu de responsabilité autour de ce qu'on peut faire. Ça ne nous concernait pas, ça concernait la fraude, la logistique. Nous, on se sentait complètement épargnés par ces sujets. Et c'est en train de changer, et c'est passionnant parce qu'en fait, en plus de l'efficacité de ce qu'on met en œuvre et des sujets data, on se dit, mais tiens, finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que mon client en a vraiment besoin? Est-ce que je fais quelque chose qui va avoir du sens au final pour mon consommateur? Je n'ai réfléchi comme ça, hein. Enfin, je veux dire au niveau responsabilité environnementale, hein, bien sûr. Et donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'on je dis, ben voilà, est-ce qu'on va recycler la donnée qu'on a déjà? Est-ce qu'on ne va pas essayer de la transformer, de l'exploiter, de la partager? Voilà, en tout cas, c'est vraiment un sujet dont on parle hein, dans le métier d'Insight. On commence, c'est un sujet qui est vraiment émergent parce qu'évidemment, on est concerné au même titre que les autres fonctions de l'organisation, même si c'est plus immatériel. A priori, ça n'en reste pas moins un enjeu fort. Donc, merci, parce que vraiment, là, il commence l'artillerie à me tirer dessus. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages qui étaient absolument relevants et de grande valeur. J'ai absolument apprécié. C'était magnifique de voir comment on a commencé de rien n'a changé, tout a changé. Arrive à la fin, on a des challenges énormes encore avant nous et des opportunités magnifiques, effectivement, pour s'amuser. Merci aux Gémiennes pour ce témoignage. Merci. Et maintenant aux autres Gémiennes, est-ce que vous avez des questions? Il faut, sinon ça ne va pas. Trouver des questions, premièrement. Du coup,
dans vos entreprises, sur des produits respectifs, sur des projets respectifs, est-ce que la data vous a conduit à prendre des décisions qui ont été destructrices ou destructeurs de valeur, à l'inverse de la création, c'est-à-dire qui a fait prendre des décisions qui, au final, se sont révélées mauvaises, qui ont peut-être contredit une intuition et qui ont été contre-productifs. C'est déjà arrivé ou pas? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Alors, Non, c'est pas la même. écoute, c'est plutôt sur la data décisionnelle, en fait, donc les systèmes de BI, et j'imagine que oui, au moins, en tout cas, je présuppose, sur le problème de qualité. C'est-à-dire que je vais donner un exemple très précis, je sais pas, oui, tu vois, on en parlait tout à l'heure, la moyenne d'âge de Cléon Guérin en Chine. On regarde la moyenne d'âge, 35 ans. Okay. 40 ans, on s'en fout du chiffre. On va se dire, ah bah tiens, on va faut la rajeunir, elle est trop vieille, un machin, donc ça c'est le marketing. Sauf que si ta moyenne d'âge, elle est sur 10% des gens qui ont donné leur âge il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans en Chine, je demandais l'âge, mais depuis en fait tu le demandes plus. Et que là, c'est là, ça rejoint le CMI. Personne n'a regardé sur quelle base tu regardes cet âge moyen. Personne. Donc, ça, c'est des exemples d'usage de la donnée décisionnelle non accompagnée, qui peut en effet t'amener, tu vois, c'est un exemple très simple, peut t'amener à prendre une petite route qui n'est pas exactement forcément la bonne. En l'occurrence, celle-ci, on a quand même en France une clientèle plutôt âgée. Mais oui, tu vois, sur la décisionnelle, mais c'est plutôt lié à la qualité de données et à l'usage que tu en fais. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même l'importance des rôles comme Valérie et le CMI qui permettent d'être des juges de paix, un peu des gardiens du temple, avec des regards analytiques, d'analyse, posés sont importants. Et en effet, nous, ça nous pose plein de problèmes. On n'a pas du tout abordé la gouvernance, mais ça pose du coup plein de problèmes de gouvernance. Qu'est-ce que tu laisses faire à qui, comment, quand est-ce que tu as besoin de piloter et de fermer, comment tu démocratises l'usage sans trop fermer, enfin, plein de sujets après comme ça qui sont mis à jour. Ouais, et puis avoir trop de données, ça peut être inhibant au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que tu peux être un peu impressionné par toute la donnée que tu as, qui te donne des injonctions qui sont parfois contradictoires. Et effectivement, il faut que ça conjugue avec toujours une intuition, une inspiration marketing, un talent humain, parce que effectivement la donnée seule, elle peut te conduire à faire des mauvaises interprétations, quel que soit le type de donnée, quelle que soit la façon. Et après, souvent, ça passe par la compréhension, qu'est-ce que c'est la valeur pour le client. La valeur pour l'entreprise, c'est ce que c'est. Tu vois, moi je connais bien le sujet des innovations de rupture. Ces sujets-là, typiquement, c'est des sujets qu'on a beaucoup de mal à modéliser. Le potentiel d'une innovation de rupture, tu peux prendre tous les modèles, tous les modèles qui existent. Il n'y en a aucun qui est parfaitement fiable parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas à un moment donné sur une innovation de rupture. Est-ce que le truc va s'enclencher et puis voilà, tu y es, ou est-ce que ça ne va pas le faire? Et ça dépend de plein de paramètres qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore très difficiles à modéliser. Ça le sera peut-être demain avec les ordinateurs quantiques et les choses comme ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En fait. On a du mal, donc il faut quand même encore faire un tout petit peu de confiance à l'humain. Je voulais savoir à quel point est-ce que vous êtes challengé sur le ROI des investissements dans la data. Est-ce que vous êtes avec une équipe de management qui dit il faut faire du digital, il faut y aller, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des mesures en arrivant à faire la part des choses entre ça vient de la data, ça vient de l'humain, parce que Valérie disait il y a la combinaison des deux quand même. Comment est-ce que vous abordez la chose? Alors nous, et là je parlais même au niveau du groupe LVMH, il y a différentes phases de maturité. Nous, on vient de passer la première phase qui est la phase d'euphorie. On y va! On recrute, on dépense. On a claqué l'argent, maintenant. Et là, on rentre vraiment dans la phase de ROI. C'est-à-dire, voilà, les équipes, elles sont en place. Depuis, alors, ça reste assez récent, mais elles commencent à être en place. Et maintenant, en effet, là, on commence à se poser. Et c'est pour ça que le choix des use cases, maintenant, on ne fait plus un use case si on n'a pas une espèce de
ce qui est derrière de se dire on attend quelle valeur. Après, bien mal sizé, mais quand même, là, ça commence à regarder. Puis du coup, on commence à regarder concrètement ce qu'on délivre, beaucoup plus qu'il y a un an où on avait besoin de recruter 10 mecs, on les recrutait. Maintenant, les gens sont en place, donc ça regarde beaucoup plus les ROI. Ça commence en tout cas. Mais à la Gartner, c'était une désillusion ou t'es sur Alors exactement, non, alors là, on a passé la phase de désillusion exactement sur la life cycle. et on recommence sur la phase concrète. Donc du coup, à un moment, la transformation data, en tout cas chez nous, elle est partie à fond d'AI. Il fallait mettre des intelligences artificielles, des modèles un peu de partout. Et là, on repart sur les fondations, le legacy system, les BI décisionnels, on reprend des sujets terre à terre, et plus de fondations, la qualité de données. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais non, au début, enfin en tout cas nous, on a eu une phase. On faisait des petits pocs un peu de partout, on faisait des trucs, c'est ce qui n'est pas, t'avais cramé 100 000 balles, et c'était pas grave du tout. Et je pense que d'ailleurs, c'est vrai, c'était pas grave du tout, parce que c'est en faisant ça que t'apprends. On apprenait à travailler ensemble, honnêtement, je pense que, je sais pas où vous en êtes, mais t'apprends aussi quand même beaucoup en faisant. Mais le commitment à les sous, ce n'est pas évident. Hein. Parce que la phase d'euphorie, ça va, mais il faut aussi certaines capacités d'investissement pour pouvoir passer ce cadre. Tout à fait, on a des soucis que souvent on a, tu es appelé souvent comme consultant à intervenir, c'est parce que tu dois arriver presque encore de la phase euphorique à dire ça, il faut faire, ça monte, ça, il fait le POC, et ça va, qui risque de limiter la capacité d'apprentissage aussi de l'organisation. Parce que justement, il y avait beaucoup d'inconnus. Je dis, on a fait de plus en plus de cas. Mais quand j'ai commencé, être pionnier n'était pas évident. Après, c'est plus sur les ajustements qu'on a, c'est vraiment sur les timings en fait. À l'époque, on pensait qu'on allait faire plein de choses beaucoup plus rapidement en fait. La réalité, migrer du legacy dans le monde entier, éparpiller, mettre en place une gouvernance de données. Tout simplement même monter une équipe, en fait. Monter une équipe, c'est pas parce qu'on décide de la monter qu'on arrive à la monter, en fait. On la monter, les gens initiels, qui arrivent, qui sont abordés, qui sont opérationnels, mais c'est déjà passé 6 mois, même si tu m'habites, en fait. Donc, Néanmoins, le RGPD a impacté. Oh là. Alors, je vais compléter comment les data privacy et les régulations dans le monde entier ont impacté. Hein, parce que PIPL en Chine, la Russie a fait pareil, les US, c'est au niveau fédéral maintenant. Ils ont leur privacy. C'était au point avec la Californie, hein, c'était beau. Voilà, donc ça c'est l'opportunité et le risque le plus important sur nos métiers, c'est ces changements de privacy. Et je donne un exemple. Dans le business digital, on a des outils de tracking, notamment Google Analytics, qui est quand même le standard sur le marché. Le 16 juillet dernier, outil déclaré non compliance par ACNI. 45 pays, des tracking mis en place depuis 3-4 ans. Donc ça impacte. Donc ça, côté business. Et après, sur les clients, là aujourd'hui, nous, on a tout un sens de la responsabilité du consentement, de notre rôle en tant qu'entreprise, RSE, mais c'est quoi le rôle d'une entreprise sur garantir ce consentement, garantir un usage et une collecte de la donnée propre, contrôlée, etc. Donc, et d'autant qu'en plus, ces clients sont de plus en plus conscients de tout ça. Parce que l'écosystème digital a pu faire de leurs données dans le passé, peut encore faire de temps en temps, un peu, pas toujours de manière très transparente. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment super pour notre métier. Après, c'est vrai que ça.
Là, en l'occurrence, j'arrête, je fais court ma réponse, mais ça change complètement, et vous allez le voir dans vos vies, ça va changer complètement la manière dont on fait le média digital. Donc là, ça disrupte complètement tout l'écosystème média digital, hein, Meta, Facebook, Instagram et compagnie. On ne va plus du tout pouvoir faire. Donc c'est ce qu'on appelle cookieless world et data privacy, et nous, ça change complètement les stratégies. Tu vois, tu parlais de stratégie data, et à quoi il sert le data stratégiste? Le data stratégiste, il sert à identifier ces énormes trucs qui nous arrivent là, et de les anticiper pour être prêts pour le monde sans. Alors, ça répond à ta question. Plus ajoute le contexte interne-externe, c'est-à-dire le délire de la méta-information que tu dois gérer, pas tout simplement pour tes systèmes que tu peux effectivement, c'est ta génération, c'était cookies, c'était utile, mais quand tu commences à croiser avec une source externe, tu peux acheter une info-provider ou tout simplement une filiale qui est sur une législation différente. Tu as toutes les problématiques de compliance d'un côté, la perméabilité des systèmes internes et externes, le legacy et le non-legacy. C'est vraiment compliqué, surtout parce que cette méta-information, il n'y avait pas plus que ça de plateforme qui la génère. Donc souvent tu te la faisais in-house, après tu essayais d'espérer que la CNIL te fait des choses. Et donc ça devient effectivement une opportunité de business, même une fois que ta entreprise a développé des systèmes qui permettent cette gestion de créer du business sur les systèmes qui t'ont gagné. Parce que la connaissance que tu as gagnée pour la gestion de l'information concernant les différents droits d'exploitation sur la donnée qui te permet effectivement de la vendre cette expertise. Parce qu'elle est rare encore sur le marché et il y a beaucoup à faire à la maison quand tu veux être employé. On disait les enjeux tech, c'est pas un problème, mais par exemple les data privacy, si tu montes ta plateforme en centrale, en Europe, ta plateforme dans laquelle tu vas déverser ta data privacy qui change, ton système, finalement, il doit être régionalisé. Donc là, on est obligé de régionaliser ces architectures. Donc, vous avez entendu? Alors, et là derrière aussi, donc apparemment, on a fini notre petit excursus dans les data et la création de valeur par les data. Je ne peux que remercier Valérie et Adrienne. C'est que je vous donne mes cours. Donc, très prochainement, encore une fois, vous serez contactés. Merci à tous et à toutes pour la participation. C'est vraiment magnifique de voir cet témoignage de GEM. Sachez que de plus en plus, GEM a besoin de vous. Je ne suis pas là à vous demander des fric, c'est vraiment pas l'objectif. Mais c'est que la chose importante, c'est qu'on doit se rappeler qu'on est là aussi pour la jeune génération. Pour moi, c'est fondamental, en tant que doyen, de vous amener en salle de TD. Pour moi, c'est fondamental de vous voir parler à nos élèves, à vous amener le témoignage pour tout simplement montrer la difficulté de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, les défis, et partager l'expérience. Parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur de quelqu'un qui était avant toi. En plus, il y a toujours ce petit côté romantique. Elle est magnifique. Moi, je suis c'est terrible. Moi, je vois Adrien qui est de l'autre côté. Il était en classe. Il m'a aidé à faire le déménagement. Vous vous rendez compte? Donc, c'est tout simplement pour dire aussi pour vos profs, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et un peu de cette nostalgie de vous voir encore à GEM. Votre école est là, notre école est là. Nous change parce que nous aussi, on est une nouvelle génération de profs. On a beaucoup recruté. On est devenu 2 fois la taille du corps professoral. N'hésitez pas à passer à GEM. Soyez toujours prêts à envoyer un mot. Passez à GEM. Voyez votre école. Passez en salle de TD et venez chercher des profs de système d'info parce que sur la data, on a besoin de vous. Merci encore à vous tous.